Alors nous allons maintenant passer au débat avec la salle, parce que je suis persuadée que vous avez de nombreuses questions. Mais est-ce que vous pouvez me permettre de poser une question à Pierre Joannet ? J'ai cru comprendre dans vos différents exposés, notamment dans le propos de M. Gols, que parfois le médecin est confronté à la demande de l'enfant. Est-ce que ça t'est arrivé ? Qu'est-ce qu'on t'a raconté ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Moi, j'avoue que j'ai très envie de savoir ça. Alors, si tu veux pas me répondre, tu ne me réponds pas. Mais comment ça se passe quand tu as un de tes enfants, si je puis me permettre, enfin, ceux que tu as fait, vient te voir et te dit, monsieur le professeur, moi j'aimerais bien savoir, attendez, vous avez votre placard, là, vous ne pouvez pas me l'ouvrir pour me dire, parce que moi ça me tracasse quand même. Comment on fait ? Bon, alors, première, ce ne sont pas mes enfants, surtout pas. Et je ne crois pas que ces enfants que j'ai vus, parce que j'en ai vu effectivement un certain nombre, j'en ai vu une dizaine, parmi ces jeunes adultes qui sont très médiatisés actuellement et qui sont présents dans beaucoup d'émissions, d'articles, etc. et qui expriment un malaise. Je ne crois pas qu'ils me considèrent comme leur père non plus, heureusement d'ailleurs. Bon, alors, ces jeunes qui s'expriment actuellement vont pas très bien, c'est-à-dire qu'ils ont un problème, ils ont un malaise, et ils savent qu'ils ont été conçus par don de sperme, étant donné l'histoire, puisque le don d'ovocytes a commencé vers 85, donc tous ceux que j'ai vus et tous ceux qui s'expriment actuellement ont été conçus par don de sperme, comme c'est le cas d'ailleurs dans tous les pays du monde, puisque il y a des sites internet qui existent aux États-Unis, où s'expriment aussi ces jeunes, ils sont toujours des jeunes conçus par don de sperme. Ils ont tous connu des difficultés dans leur parcours d'enfants conçus par don. Les histoires sont très diverses, mais il y a quand même quelques points communs qui ressortent dans les différents entretiens que j'ai eus. C'est que souvent, ils ont appris leur situation, leur histoire, dans des circonstances un peu difficiles, émotionnelles et très souvent tardives. Et ils ont mal vécu le fait qu'ils aient appris, quelquefois un peu par hasard, quelquefois par quelqu'un d'autre que les parents, quelquefois à l'occasion d'un divorce, souvent à l'occasion d'un conflit, il y avait ce conflit, il y avait ce divorce, il y avait des problèmes, et qu'en plus, ils étaient conçus par don de sperme, et qu'en plus, comme ça a été dit, par exemple, ça m'a été dit par des enfants, puis aussi des parents, parce que j'essaye de voir les parents souvent, que leur père n'était pas leur père. Quand on apprend à 18 ou 20 ans que son père n'est pas son père parce que on veut faire des études d'art et que le père veut qu'il fasse des études scientifiques, et que donc l'enfant, c'est très banal, vouloir s'inscrire à la fac et pas vouloir s'inscrire dans le type d'études que le père souhaiterait, et dire mais finalement on n'est pas d'accord, il n'y a pas grand-chose de commun entre nous, et que la mère dit justement mon petit chéri, je vais dire ton père n'est pas ton père. C'est assez particulier. Donc, il y a ces circonstances, ces conditions dans lesquelles les jeunes apprennent qu'ils ont été conçus par don de sperme, et il y a une tendance, je dirais, naturelle, spontanée, à vouloir que tout un manque qui existe dans la relation père va chercher à s'exprimer dans la relation à un autre homme, et qui, très naturellement, sera donneur de sperme. Et ça, c'est le deuxième point, peut-être le point le plus constant que j'ai rencontré chez ces jeunes, c'est que dans tous les cas, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de carence de paternité ou de carence paternelle. Soit carence qui venait de l'homme lui-même. Par exemple, le cas d'un couple qui s'est séparé pendant les inséminations artificielles, sans le dire au médecin. L'homme a reconnu l'enfant quand même par, je dirais, sens du devoir. Le couple a informé l'enfant de son mode de conception, mais depuis sa naissance, cet homme dit à sa fille, tu sais, moi je voulais pas d'enfant. C'est pour faire plaisir à ta mère que j'ai accepté que les inséminations soient poursuivies et que tu es né. Et cette jeune femme qui entend depuis sa naissance son père lui dire je n'ai pas voulu d'enfant, je comprends assez bien qu'elle cherche ailleurs, elle cherche dans le donneur, et un autre élément qui va lui permettre de construire son identité. Donc il peut y avoir ce que j'appelle la carence d'origine paternelle, c'est-à-dire celle de l'homme qui assume mal sa paternité, ou qui a mal assumé ce choix
de la procréation, qui finalement n'a jamais bien accepté, et ça a des conséquences dans la relation à l'enfant. Cette carence, quelquefois, elle peut venir de la mère. La mère qui ne reconnaît pas cet homme comme étant le père de cet enfant, parce que pour elle, le fait qu'il ne soit pas le père biologique ne lui permet pas de vivre une pleine paternité, et que là aussi, il y a un manque. Donc voilà, je ne veux pas trop parler, mais j'ai l'impression que ces jeunes sont en difficulté, qu'il faut les écouter, qu'il faut prendre en compte leur souffrance, qu'il faut essayer de trouver des solutions avec eux. Moi, je ne suis pas persuadé personnellement que la solution, ça soit de connaître l'identité du donneur. Je ne crois pas que ce soit ça, mais c'est eux, ils se fixent là-dessus, quelquefois de manière totalement obsessionnelle, et je leur reconnais cette possibilité. Il faut prendre ça en charge, et je ne crois pas que ce soit lever l'anonymat. Alors, je voudrais rajouter un point par rapport à quelque chose qui avait été évoqué tout à l'heure, qui est sur le fait que ces méchants médecins, comme nous, conservons des informations sur l'identité des donneurs, et que cette information, nous la gardons dans nos coffres-forts et nous refusons de la donner aux principaux concernés. C'est effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec cette injustice qu'il y a à ce que la médecine ou une institution ou les médecins gardent ce type d'information et ne la transmettent pas. Et je pense que sur ce point-là, précisément, quoi qu'on fasse par ailleurs sur la levée ou pas la levée de l'anonymat, il faudrait vraiment qu'il y ait des dispositions qui soient prises. Je ne sais pas si elles sont de type législatif ou autre, mais à mon avis, rien ne justifie que les sécos ou les centres qui s'occupent de dons de gamètes conservent l'identité des donneurs. Il n'y a pas de justification médicale, il n'y a pas de justification sociale, il n'y a pas de justification d'aucune sorte. D'ailleurs, les sécos, avant 1994, ne conservaient pas l'identité des donneurs. Au bout de quelques temps, quand on n'avait plus besoin d'avoir cette identité, on anonymisait les dossiers, et on n'avait pas besoin d'identité. Qu'on garde des informations médicales, qu'on garde éventuellement, même si c'était utile d'un point de vue génétique, quoique je ne sois pas sûr, de l'ADN des donneurs, pour pouvoir faire des recherches de mutations géniques ou d'éléments géniques pour pouvoir expliquer une pathologie chez l'enfant. Peut-être, pourquoi pas, mais l'ADN, il est anonyme, il n'est pas identifié, mais qu'on le garde d'accord. Mais qu'on garde l'identité du donneur, il n'y a aucune justification médicale, aucune justification sociale à ce que ce soit fait. Si on garde cette identité maintenant, c'est un dérivatif des lois de bioéthique sur le consentement, qui impose qu'en matière de consentement, on garde le consentement d'un donneur pendant 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus si c'est 30 ans, et que donc on doit garder le consentement du donneur dans le dossier médical. Et par définition, un consentement, c'est pas anonyme. Donc, depuis que nous sommes obligés de garder ce consentement de manière non anonyme, le consentement est dans le dossier, et donc les dossiers ne sont plus anonymisés. Je crois qu'il suffirait de décider que ce consentement, qui a une valeur au moment où le don est fait, qui n'a plus beaucoup d'intérêt 5, 10, 15, 30 ans après, soit supprimé, qu'on anonymise les dossiers, parce qu'il n'y a aucune raison que les médecins gardent ces identités auxquelles n'ont pas accès les enfants issus du don. J'ai bien fait de te poser la question. C'était très intéressant, merci. Alors, qui veut maintenant entamer le débat? Les mains se lèvent. Alors, il va falloir que je réussisse comme un commissaire-priseur. Allez, vous, madame. Alors, si on peut nous passer les micros, voilà, formidable. Alors, présentez-vous, dites qui vous êtes, comme ça on pourra mieux profiter de votre question. Madame Laurence Bourgeois, psychologue au Sécos de Tours. Et je pense que j'ai des collègues des Sécos. Alors, effectivement, le Sécos de Tours est bien représenté. Voilà. Alors, sur les mots qui m'ont touché, vous avez parlé d'une logique de mensonge. Bon, c'est un terme qui me choque. De logique de secret, et pour nous, et mes collègues interviendront sûrement, on fait vraiment la distinction entre secret et anonymat, et vraiment il y a souvent des confusions d'une phrase à l'autre. Madame Camby, vous avez parlé de l'identité de ce père qu'on cache. On cache pas l'identité du père. On cache l'identité du donneur. Alors ça n'a rien à voir. Pour nous, les pères, ce sont les hommes que nous avons dans nos bureaux. Pour rebondir sur ce que me dit Pierre Joannet, on a, alors je ne sais pas ce qu'en diront mes collègues, on a reçu des enfants, des jeunes, des mineurs et des majeurs, pas un nombre énorme, ça je crois qu'il faut quand même le préciser.
On en a toutes reçu, ou tous reçu. Certains en difficulté avec ce que Pierre Joannet expliquait, mais on a aussi beaucoup de familles où il n'y a pas eu de dons et où le père est défaillant, ou la mère. Enfin, je veux dire, il faut faire attention à pas analyser tout à partir du don. Et pour finir, je dirais que la question des origines, qui a tout à fait été bien expliquée par Bernard Gols, qui est de raconter l'histoire, et on a eu un certain nombre de jeunes qui sont venus nous voir, effectivement, avec leurs parents, et à ces jeunes, on a pu raconter cette histoire-là. Et j'ai en mémoire, moi, juste un jeune de 16 ans, venu avec ses parents, 2 frères, un de 16 ans et un de 18 ans, celui de 16 ans a voulu venir au Sécos, et du coup, avec des parents effectivement inquiets, mais qui ont accédé à sa demande. Et j'ai vu les parents, on les a rencontrés séparément, etc. Et la mère, à un moment donné, a pu dire, finalement, dans la voiture, on a pu raconter à notre fils combien de fois on avait fait ce chemin du Mans à Tours. Voilà. Et à la fin, il a été dit à ce jeune homme que s'il avait d'autres questions, il pourrait revenir. Et je pense que il l'a jamais fait. Et il avait, voilà. Enfin bon, c'est un témoignage comme ça. Bien sûr. Un petit mot d'abord pour que mes propos soient vraiment pris comme ils sont. Je dis très clairement que je ne sais pas aujourd'hui si je suis pour ou contre la levée de l'anonymat. Je dis simplement que je trouve extrêmement intéressant qu'il y ait un débat sociétal et culturel qui s'enclenche, que donc ça va changer les conditions de voir les choses, mais honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a des difficultés de part et d'autre, il y a des avantages de part et d'autre, et c'est un problème vraiment qui appelle une réflexion profonde et beaucoup de modestie. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on voit quelques personnes qui viennent en ayant l'air de souffrir, mais c'est vrai que l'adoption ne résume pas la vie des enfants adoptés, et l'assistance médicale à la procréation ne résume pas non plus la vie des enfants nés par IVF. On peut pas tout lire à travers ça. Et quand ils viennent, je pense à ce que disait Pierre Joannet à l'instant, de quoi est-ce qu'ils souffrent, de quoi souffrent-ils, et est-ce qu'il n'y a pas aussi des déplacements qui se font sur cette question-là. Alors, une forme de déplacement sur laquelle je voulais insister, que moi, parce que je l'ai vu cliniquement plusieurs fois, c'est que, et je parle des adolescents, là en particulier, qui vraiment, bien sûr, ont une quête des origines un petit peu plus intense qu'à d'autres âges de la vie. Je serai très très bref. Mais c'est pour dire que s'intéresser à ces origines, ça a aussi un sens par rapport aux parents qui sont là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre non plus les questions au pied de la lettre. Et moi, dans le domaine de l'adoption, c'est parce que ça illustre bien les choses, j'ai reçu il y a quelques années un adolescent de 15 ans qui n'avait pas d'ailleurs de grands problèmes psychopathologiques, mais qui, il était venu me voir, et puis on parle de sa vie, on parle de son adoption, il avait des liens très très solides avec ses parents adoptifs, et il me raconte quand même que vers 11 ans, 12 ans, il a eu vraiment très envie d'aller voir son dossier. Et ses parents, qui étaient des personnes tout à fait subtiles et sensibles et vraiment très fines, ont entendu ça, mais ne se sont pas précipités tout de suite en disant, voilà, on y va. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi, et voilà. Et puis au bout de 2-3 ans, et il avait parmi ses motivations l'idée, bien contrairement à ce que lui disaient ses parents, qu'on avait changé son prénom, qu'il n'avait pas son prénom d'origine. Voilà, alors au bout de 2-3 ans, de revenir un petit peu, de discuter tout ça ensemble, dans la famille, finalement un jour ils vont ensemble consulter le dossier à l'administration, et il en parlait comme d'un jour extrêmement émouvant. Il me raconte qu'il s'était préparé, habillé, fait beau, il était très émotionnel, et que finalement ses parents l'ont accompagné voir ce dossier, et que ça a été vraiment très très important pour lui. Alors moi j'étais sur ma faim, j'avais envie de dire et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier. Donc au bout d'un moment je lui dis et finalement qu'est-ce qu'il en était de ce prénom, et il me répond ça alors je ne sais pas, j'ai complètement oublié. Et je raconte cette histoire pour dire que ce qui comptait pour lui, en tout cas, c'était pas forcément ce qu'il y avait dans le dossier, c'était que c'est pas une confirmation de la fiabilité des parents là. Ceux qui peuvent accompagner un enfant dans cette démarche, sans forcément, d'ailleurs, aller toujours jusqu'au bout, mais qui peuvent accompagner l'enfant, qui peuvent écouter ça sans se sentir détruit, sans se sentir vulnérable. Ça, dans le fantasme des enfants, c'est ça les parents. C'est ça les parents. Et à l'adresse, il faut tenir compte de ce déplacement, je crois aussi. Madame Fayet, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, pour suite à ce que vous dites et ce qui vient d'être dit, je crois que ce qui est important déjà dans un premier temps, c'est de faire la distinction entre le secret sur le mode de conception et l'anonymat.
Je pense que beaucoup de problèmes viennent du secret sur le mode de conception. À partir du moment où vous cachez à un enfant qu'il a été conçu dans le cadre d'une procréation médicalement assistée, vous faites peser un secret extrêmement lourd et extrêmement fragile, puisque le moindre test génétique pourra révéler, et de manière comme une bombe, ou le voisin, ou n'importe qui va le dire. Et je crois que ça, c'est très traumatisant. À partir du moment où on a bien perçu ça, je pense que les sécos l'ont bien perçu aujourd'hui, la loi n'impose pas aux parents de le dire à l'enfant, mais je crois qu'il y a quelque chose de fondamental pour justement créer ce lien entre les parents et l'enfant. Parce qu'à partir du moment où on a déjà dit ça à l'enfant, le gros est désamorcé. Après, j'allais dire, on lui dira, si je veux aller plus loin, que le donneur, il peut pas savoir. Il peut pas savoir, mais j'allais dire, je suis pas convaincue. Je pense qu'il aura des moments où il se dira peut-être j'aimerais bien savoir, mais j'allais dire les uns et les autres, est-ce qu'on n'a pas tous fantasmé sur des choses et qu'on s'est posé des questions? Mais moi, plus je travaille sur cette question, plus je suis persuadée que le gros problème, il est en amont, il est là. Après, à la limite qu'un enfant veuille connaître l'identité, il faut quand même se poser la question parce que bien sûr, il peut y avoir un enfant. Quand même, ce qui est très révélateur, c'est par rapport à ce que vous dites, c'est quand même qu'il y a eu à chaque fois ce secret sur le mode de conception qui n'a pas été révélé. Et je pense qu'elle est là, la bombe. C'est un peu comme la question de l'euthanasie. En luttant contre la douleur, on supprime beaucoup de questions. Eh bien là, on supprime déjà, à mon avis, beaucoup d'hypothèses où l'enfant va demander. Je suis pas convaincue qu'il y ait tant d'enfants que ça qui veuillent savoir. Alors après, il restera quand même ceux qui voudront savoir qui est le donneur. Mais c'est pour ça que je crois que c'est important que vous insistiez là-dessus. C'est pas la même chose, et ça rejoint complètement ce que vous dites, c'est-à-dire c'est un cheminement des parents. Alors c'est dur aussi pour les parents de dévoiler le mode de conception, hein. Et ça fait. Voilà. Mais l'accompagnement de l'enfant à travers ça me paraît être déjà quelque chose d'essentiel. Oui, c'est bien entendu, c'est l'essentiel. Et comme le disait Bernard tout à l'heure, on a tous besoin de connaître notre histoire. Et cette conception, cette histoire des parents en difficulté de procréation et qui ont choisi d'avoir un enfant par don, ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur origine. C'est cette histoire-là qu'ils doivent connaître. Et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les deux. Et bon, je pense aussi, moi je suis comme Bernard, il y a des moments je ne sais plus très bien qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Je pense qu'il faut, c'est bien réfléchir à toutes les conséquences et il faut être modeste. Maintenant, il y a des pays qui ont fait des choix différents. Et il faut être très attentif à ce qui se passe dans des pays qui ont fait des choix différents. Parmi ces pays, la Suède est sans doute c'est le premier pays qui a légiféré en la matière en levant l'anonymat et en donnant la possibilité aux jeunes de connaître le donneur. En 83, il y a 25 ans. En 85, pardon, il y a 23 ans. Qu'est-ce qui se passe en Suède? Est-ce qu'en Suède, il n'y a pas de problème pour les jeunes conçus par don de sperme? Est-ce qu'en Suède, il y a des jeunes qui vont dans les centres pour connaître l'identité du donneur? Depuis des années, j'essaye de savoir. Et il est extraordinaire qu'il n'y ait aucune étude, aucune information, aucun rapport, rien qui nous donne les conséquences de ces choix qui ont été faits en Suède de pouvoir lever l'anonymat. Et quand j'interroge mes collègues suédois qui sont responsables de ces centres, ils sont incapables de me dire combien d'enfants sont présentés, combien ont demandé l'identité, etc. Donc, je pense que le problème n'est pas là, le problème est sans doute ailleurs. Et par contre, ce qu'on sait de la Suède, et c'est là où je voulais en venir, c'est que le secret est très, très, très fréquent. C'est-à-dire que quand les enquêtes, parce que les enquêtes ont été faites, demandent au couple, depuis le changement de la loi, est-ce que vous informez l'enfant de son mode de conception? Une très forte majorité dit non, nous n'informons pas l'enfant. Et donc, on est dans cette situation paradoxale, et on en a souvent discuté dans les sécos, où on a l'impression, d'une certaine manière, et c'est peut-être sous forme de question qu'on dit ça, que la levée de l'anonymat, ça renforce le secret. Que le fait que le don ne soit plus anonyme, ça fait que les enfants connaissent encore moins leur histoire, connaissent encore moins leur mode de conception. Et je crois qu'il faut aussi avoir ça en tête quand on discute de ces questions-là. Je voudrais, avant même qu'on arrive aux questions, on va y arriver. Nous avons avec nous Georges David,
qui est le père des sécos, qui est notre ancêtre à tous, si je puis dire aujourd'hui, hein, le père anonyme des sécos. Et je voudrais, Monsieur David, que vous nous racontiez cette histoire, justement, parce que quand vous avez mis en place les principes des sécos, qui ont été quasi intégralement repris par la loi, puisque ce sont les principes qui avaient été adoptés dans le cadre des sécos, vous êtes là aujourd'hui avec nous depuis la première heure, d'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui avec nous. J'aimerais que vous nous racontiez ça. Je suis sûre que vous allez nous livrer un témoignage formidable. Merci, Madame la Présidente. Alors, en somme, si je comprends bien, vous compliquez le problème de ce matin parce que vous voulez connaître les origines du sécos et de la réflexion. Alors là, je peux peut-être le dévoiler, d'autres pourraient le faire, sans aucun doute. Il y a beaucoup ici de personnes pouvant appartenant, faisant vivre les sécos et depuis des décennies. Il y en a peu qui peuvent témoigner de la phase préalable à 1973, février 1973, qui a marqué l'autorisation de faire ce qu'il faut préciser comme ayant été en quelque sorte, et c'est là où il y avait une originalité, une expérimentation éthique, en permettant d'introduction officielle dans le système hospitalier d'une pratique selon un programme qu'en effet je leur ai présenté. Et il est très utile que l'on n'ait pas commencé par un exposé sur ces origines, je ne le regrette nullement, car les 3 exposés qui ont été faits précédemment sont essentiels pour comprendre ce qui m'a inspiré à l'époque. À l'époque, l'insémination artificielle, mais elle existait depuis longtemps, soit à l'intérieur du couple, soit même avec donneur. Mais, caractéristique, je le résume, elle était rejetée formellement sur des bases de morale. Et elle était l'objet d'un profond mépris. Le donneur était méprisé. Donner son sperme, c'était assimilé un acte de prostitution. Il ne pouvait le faire que pour de l'argent. Quant au couple, c'était une aberration de leur part de se livrer à ce qui était, pour reprendre une seule phrase de ce qui servait de structure de référence éthique à l'époque, à savoir l'Académie des sciences morales et politiques, cette introduction frauduleuse d'un enfant qui n'est pas de son père dans un couple est une atteinte aux assises du mariage, de la famille et de la société. Vous retrouvez cette citation telle que. Eh bien, je voyais, parce que j'avais commencé à m'intéresser à la stérilité, après m'être intéressé, après avoir été, dans ma première partie de carrière, dans le domaine de la transfusion, et je voyais arriver ces pauvres couples qui ont confirmé souvent, puisqu'il y avait incompréhension de la cause de la stérilité, on n'avait rien trouvé chez la femme, se posait tout de même, on osait se poser le problème d'une éventuelle stérilité masculine. Et souvent, on découvrait en effet que c'était la cause. Et eux me disaient, mais quelle solution? Et je voyais leur malheur, parce que dans le fond, à cette première peine, on ajoutait la double peine de les renvoyer à une solution qui était méprisée, honnie par la société et qui se pratiquait dans des conditions mercantiles le plus souvent épouvantables. Et c'est là qu'il faut réintroduire le fait que, et la coïncidence qui faisait que la première partie de ma carrière s'était déroulée dans le sang. Et j'avais donc, si je puis dire, tout le monde me situe pas dans le sperme, non, je suis né dans le sang, professionnellement parlant. Et j'ai vécu les deux époques du sang, les échanges d'éléments humains, mais ce longtemps ne pouvaient pas poser de problème puisque se heurtait à l'intolérance, à l'incompatibilité. C'est quand on a commencé à connaître les groupes sanguins que le sang a été le premier produit pouvant s'échanger. Donc on savait déjà déterminer les groupes et on faisait des transfusions de donneurs que l'on payait et que d'une certaine manière on méprisait aussi. Et puis arrive l'explosion
de la réanimation pendant la guerre de 40, et là les besoins sont tels et ils se passent dans des conditions telles que le don s'impose en tant que don de la part des combattants qui étaient encore debout pour ceux qui avaient été touchés. Eh bien, j'ai vécu cette transformation. Et je voudrais signaler, et en complément, c'est le seul complément que j'apporterai à l'exposé remarquable de Madame Camby, qui a donc replacé le don des gamètes dans le don général et dans les principes qui ont permis à la France d'être véritablement pionnière dans le domaine du don, à savoir l'anonymat et la gratuité. C'était lié pour des raisons que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on sortait d'un système mercantile pour passer à un système fondé sur les 4 données que vous avez mises en exergue, sur l'altruisme, sur l'humanisme, sur la solidarité. Eh bien, ça a été pour moi, j'ai perçu qu'il y avait là une voie pour réhabiliter cette insémination artificielle tellement condamnée. Et donc, je l'ai un peu moulé, ma réflexion est partie de ce qui existait dans le sang, pour les échanges du sang devenu anonyme, car ça permettait de transférer le problème qui était confiné aux seuls intéressés, le don du sang, aux seuls intéressés, d'en faire un problème de responsabilité sociale. Quand on payait le donneur et qu'on a commencé à vouloir faire du don anonyme, on demandait à des parents éventuellement de donner leur sang. Première réponse, mais non, mais on est tout prêt, vous savez, on est tout prêt à payer ce qu'il faut pour avoir un donneur de sang. Eh bien, il fallait rendre la responsabilité collective à la nécessité du don. C'était la politique générale qui est née dans la transfusion. C'est par transfert que ça s'est produit ensuite. Je crois donc vous avoir expliqué ce qu'il en était et la philosophie et le lien automatique entre les deux. Quant au deuxième aspect que je vais traiter, c'est là-dessus que je terminerai, quant à l'anonymat ensuite, c'est vrai que je m'interrogeais, que nous nous interrogions avec Claude Sureau, qui est le seul témoin ici, observateur, non pas partiaux comme je ne pouvais que l'être, et j'avoue que oui, par des observateurs dont l'indépendance était certaine. Voilà. Alors, deuxième problème, ensuite, se pose le problème de l'anonymat, de la connaissance des origines. C'est la connaissance de la paternité biologique. Eh bien, je vais vous confier alors quel était mon état d'esprit à cette époque, quand on me parlait d'un horizon 2000, que je voyais comme un horizon très très lointain, dont je me demandais si je l'atteindrais moi-même. Bon, alors les sécos m'ont atteint, ce qui m'a encore plus étonné que de l'atteindre moi. Pourquoi ? Parce que je pensais que, en réfléchissant à la filiation, dont Bernard Gols vous a dit très très bien, les substrats, les points d'ancrage forts, la biologie, et comme ça a été confirmé par l'homme Feuillet, n'était que très accessoire. Et puisque la fausse paternité, le secret sur la paternité n'était pas un problème propre aux sécos, mais qu'il se passait déjà et qu'il continue à se passer dans des circonstances beaucoup plus banales de conception naturelle, mais qui ne sont pas par l'homme supposé, qu'il soit mari ou compagnon, etc. Je pensais que ce caractère de fondement biologique, avec le temps, lorsque on avait l'audace de se mettre au profil au 2000, se serait trouvé réglé, car c'est un problème qui, comme vue, je me suis peut-être trompé,
était tellement accessoire dans la construction d'une personnalité, comme l'a dit Gols, qu'un jour, et que cette transgression se passait tellement beaucoup plus souvent dans la population en général, qu'un jour la société réfléchirait pour elle-même, que l'on connaîtrait des moyens très faciles de connaître et d'identifier le père, et que de ce fait, ça aboutirait à un amenuisement du poids du biologique. Eh bien là, je me suis trompé complètement, mais je me suis trompé, et la société, en même temps, est induite dans une position ambiguë. Car vous avez parlé, quelqu'un vient de dire, c'est un secret de savoir quelle est l'identité du père. Secret lourd, vous avez dit, Madame Feuillet, et fragile, bien entendu. Je transpose votre réflexion en disant que cette réflexion s'applique aussi bien à l'ensemble de la société. Là, souvent, je l'exprime d'une manière extrêmement concentrée en disant elle est assise, de ce point de vue, sur une bombe et elle n'en a pas conscience. Elle est toute prête à raisonner, notre chère société, sur ce qu'il faut révéler lorsque l'enfant est né dans un couple qui, par malheur, ne pouvait pas faire ce qu'il désirerait faire par lui-même et tout seul, et sans les besoins de la médecine, et auquel on inflige en plus la grande réflexion, oui, mais vous savez, si vous ne le dites pas tout de même, ça va faire souffrir votre enfant, etc. Et tous les autres qui sont conçus dans des relations tout à fait hypocrites. Alors là, on les oublie complètement. On est prêt à se prononcer. Donc ma réponse, elle est simple, extrêmement simple. Claude Sureau a assisté à une table ronde où je parlais après de Geneviève de Lézy-de-Perceval, et j'ai dit, qui plaidait, comme on le sait bien, pour la levée de l'anonymat. Et j'ai dit, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Geneviève de Lézy-de-Perceval. Mais, Madame la société, tirez la première. Et à ce moment-là, ça ne sera plus qu'une en dérivation et en bonne logique, il faudra on pourra faire cette révélation. Bravo. Vous imaginez le bonheur qu'on a eu quand on a commencé à travailler dans l'atelier naissance, filiation, procréation dans le cadre de l'IDFP, de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine, et que Georges David et Claude Sureau nous ont rejoints. C'était un vrai cadeau et ça le demeure aujourd'hui, vous l'avez compris. Alors maintenant, nous allons effectivement, madame, monsieur, est-ce qu'il y a des avis contraires à tout ce qu'on a entendu? Est-ce que vous, voilà, je vois madame que vous êtes très impatiente. Alors prenez la parole et expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Bon, je suis gynécologue dans un centre de PMA à Marseille et je suis pas d'accord sur plusieurs éléments. Alors juste un petit détail, depuis le début on parle de l'AMP, mais je crois qu'il faut bien préciser AMP avec don, parce que dans les centres d'aide médicale à la procréation, la grande majorité de notre travail concerne des procréations intraconjugales. Et donc bon, c'est une précision qui est importante parce qu'on a tendance à faire l'amalgame. Voilà, bon ça c'est un détail mais qui a son importance. D'autre part, je crois que on peut pas banaliser la souffrance des enfants et des adolescents et adultes maintenant qui sont nés issus de dons et qui ne le savent pas. Moi, j'ai lu le livre Né de spermatozoïdes anonymes d'un jeune homme qui a l'air très en souffrance et il n'explique pas du tout que son père est absent ni que son père a divorcé. Il explique qu'il adore ses parents. Il explique très bien tout au long de ce livre où on palpe la souffrance qu'il présente et on peut pas gommer ces histoires. Alors, elles sont pas très connues, ils sont pas très nombreux pour la bonne raison que vous avez tous expliqué, que peu d'enfants sont au courant. Donc, évidemment, ceux qui vont réclamer quelque part au Sécos, il y en a très peu. Et en Suède, probablement aussi. Enfin, les premiers arrivent à 20 ans et n'ont pas encore réclamé. Effectivement, Monsieur Joannet a raison de dire qu'il y a un effet pervers. Peut-être que la levée de l'anonymat va renforcer le secret.
Ce qui n'est certainement pas une bonne chose. En tout cas, je remercie Georges David de son honnêteté, mais j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il a fait, mais je le remercie d'avoir rappelé l'historique, sauf que j'arrive pas tout à fait aux mêmes conclusions que lui. Il a bien expliqué qu'il est parti de l'éthique du don de sang, et alors là, bravo, tout le monde ne peut qu'applaudir. En période de guerre, etc., tout le monde ne pouvait qu'applaudir du fait qu'on ait enlevé le côté mercantile, etc. Mais on est passé comme ça à un modèle dans lequel il y avait le don de sang, qui a affaire à la société, qui a affaire à la solidarité, qui a affaire à la santé. Et on est passé au don de sperme, qui n'a pas vraiment affaire à la santé. Personne n'est malade dans l'infertilité. Et on est passé au don d'engendrement. Et dans engendrement, il y a papa, maman, enfant. Et on s'est pas occupé de l'enfant, et on est passé. Et c'est très surprenant qu'à ce moment-là, en 94, on ait intégré les mêmes principes dans la loi et qu'on a appliqué les mêmes principes. Et Madame Feuillet l'a bien remarqué, elle a parlé de mensonges institués, et on peut pas parler d'autre chose. Bravo. Madame, vous avez posé une question aussi. Monsieur après. Madame, là-bas, au 10e rang. Je suis Zora Perret, je suis psychologue au Sécos de Lyon. Et donc, je travaille sur ces sujets depuis bientôt 30 ans. Voilà, donc je voulais intervenir. Je ne vais pas témoigner à propos des enfants qui, au jour d'aujourd'hui, souhaitent avoir accès à l'identité du donneur. J'en ai vu quelques-uns, pas beaucoup, comme mes collègues, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, moi, je m'interroge sur la médiatisation qui en est faite. Et je voudrais quand même attirer votre attention sur l'instrumentalisation que l'on peut en faire à des fins qui sont des fins de pression, et de pression d'un certain nombre de groupes qui, effectivement, sont des groupes militants. Ça n'empêche pas du tout de se préoccuper des questions que cela pose et que ces enfants-là nous posent. Alors, je vais en profiter simplement pour vous donner une information qui me paraît intéressante à ce point de nos rencontres et du débat, qui est que, figurez-vous que, et ça je vous assure, dans les sécos, c'est tous les jours dont on débat de ces questions-là, c'est notre quotidien, et qu'au niveau de la fédération, nous nous sommes émus de tout ce qui nous est renvoyé de l'extérieur. Alors, nous avons, au jour d'aujourd'hui, lancé une étude en sciences humaines, qui a été initiée par la Fédération des Sécos et qui est avec un partenaire universitaire, l'Université Lyon 2, c'est un groupe de recherche. Un groupe extérieur au Sécos, qui s'est proposé pour travailler avec nous sur ces questions-là. Je vais simplement vous donner l'intitulé. Vous allez voir que ça rejoint totalement les questions qui sont débattues depuis trois sessions. L'intitulé du projet, c'est « Enjeux éthiques et identitaires dans l'acte de procréation par don ». Donc on est vraiment au cœur du débat. Les trois questions sur lesquels nous travaillons depuis 2 ans sont une recherche donc au niveau qui concerne à la fois l'anonymat, la gratuité du don, mais aussi la question du secret. Alors, ces trois questions vont traverser de part en part. Premièrement, une recherche sur le vécu de cette technique, du point de vue donc non seulement des couples, des donneurs, mais vraiment de tous les protagonistes. Il y a aussi un deuxième point qui me paraît important, c'est la mise en perspective de son image auprès de la population générale. Et ça, c'est vrai que ça ne s'est pas beaucoup fait. Simplement pour vous donner un chiffre, on a rencontré 600 personnes. Je crois que ça va être intéressant. Et par ailleurs, cette enquête, elle établit aussi un croisement avec absolument toutes les enquêtes ou les travaux qui ont été faits au niveau international dans différents pays. Je trouve que à ce point du débat, j'ai envie de vous dire patientez un tout petit peu. On aura la possibilité de vous organiser, et j'espère que vous serez tous présents, une journée où l'on vous donnera les résultats de ce travail de 2 ans.
Il est vraiment très, très intéressant. Et vraiment, je vous invite dès maintenant à ne pas le rater. Voilà, je vous remercie. On viendra, bravo, on viendra. Alors, voilà, monsieur le bâtonnier Lévy et monsieur... Donc, monsieur, vous avez la parole tout de suite après. Sinon, après, vous allez considérer que je ne vous donne pas la parole suffisamment. Oui, Jean-Guy Lévy, ancien bâtonnier de Toulon, membre du Conseil national des barreaux. Un souhait, une question. Le souhait, on nous a rappelé que dans la déclaration de consentement était obligatoire. On nous a rappelé que cette déclaration de consentement devait à l'heure actuelle se faire soit devant le juge, soit devant le notaire. Alors moi j'ai une suggestion. Dans le cadre de l'acte d'avocat que nous essayons de mettre en œuvre et qui va bientôt être consacré par le législateur, il n'y a aucune raison pour que le consentement ne soit pas reçu également par acte d'avocat, qui a tout à fait la même valeur que le juge ou le notaire. Surtout en cette période, mes confrères m'auront compris. Question. Madame Comby nous a rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme a admis à plusieurs reprises le droit à la connaissance des origines. Article 8 de la Convention européenne. Nous savons tous, les juristes, que le droit européen, donc le droit supranational, s'impose et est supérieur au droit français. Madame le professeur Feuillet, comment concilier cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme avec la pratique que font les tribunaux français de l'application de la loi française, qui est tout à fait contraire? Oui, bon, c'est bon. Oui, vous avez complètement raison. À partir du moment là, tout le problème de l'autorité, enfin de l'efficacité des droits, hein, celui-ci comme beaucoup d'autres. Il est vrai que l'enfant... Alors, je voudrais préciser quelque chose qui est important. C'est qu'en fait, la levée de l'anonymat, on lie tout de suite la levée de l'anonymat avec l'établissement de la filiation. Ce qui n'est pas du tout... Ce sont deux choses différentes. Lever de l'anonymat, ce serait éventuellement qu'un enfant puisse savoir qui était le donneur. Point. C'est la base. Vous avez un certain nombre de pays où il y a une levée de l'anonymat et il est hors de question que l'enfant puisse établir une filiation à l'égard du donneur. Or, en fait, on voit bien que, et cette bonne guerre, ceux qui défendent l'anonymat ou pas, utilisent des arguments comme ça en disant, vous vous rendez compte, le donneur va se retrouver... Mais pas du tout. Pas du tout. La levée de l'anonymat, ça peut être plein de choses. Ça peut être au départ, savoir qui c'est. Après, ça peut être, comme dans l'adoption ou de l'accouchement sous X, d'aller un peu plus loin et éventuellement d'essayer un rapprochement si et le donneur et l'enfant en avait envie. Et au stade maximum, c'est effectivement l'établissement de la filiation. Alors, si on applique ce droit, on devrait admettre qu'un enfant peut connaître ses origines. Là où je voudrais faire voir que c'est très difficile de traiter ce sujet, c'est que, au départ, comme tout le monde, quand vous posez la question est-ce que vous êtes ou pas contre l'anonymat, on a envie de dire on est pour l'anonymat, ça va vite, ça paraît simple. Bon, quand vous commencez à étudier la question, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Si ce n'est que ça fait quand même déjà un moment que je les travaille, que j'ai organisé un workshop international avec 15 pays sur cette question spécifique de l'anonymat, et que donc j'ai beaucoup évolué, mais que ce qu'a dit Pierre Joignet tout à l'heure est tout à fait vrai. L'Allemagne, qui était présente à ce workshop, l'Allemagne, la règle, c'est le droit de connaître ses origines. Bien. Et non seulement ça, mais on peut contester la paternité de celui qui est le père, qui n'est pas par le père par le sang, et éventuellement établir la filiation à l'égard du donneur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en pratique? C'est-à-dire, voilà un pays qui va jusqu'au maximum du droit de connaître ses origines, puisqu'elle permet même d'aller jusqu'à la filiation. Et la collègue allemande qui était là, qui travaille d'ailleurs avec un médecin qui devait venir et qui n'a pas pu venir au dernier moment, mais qui nous aurait transmis le message, c'est qu'en Allemagne, comment ça se passe? C'est que les médecins sont convaincus qu'il finalement faut pas dévoiler le mode de conception, parce qu'autrement on risque d'aller jusque-là. Et donc il y a un consensus en pratique entre les médecins et les couples, et c'est le secret absolu.
C'est-à-dire qu'on arrive dans un système juridique, et c'est ça qui m'interpelle. Franchement, en tant que juriste, ça m'interpelle énormément. Ça veut dire que dans un système où le droit a mis en place le droit de connaître ses origines jusqu'au maximum, on arrive à un système en pratique qui est à l'opposé, c'est-à-dire qui va jusqu'à cacher le mode de conception, c'est-à-dire la chose sur laquelle il faut vraiment ici qu'on débatte. Et donc, face à ça, je me sens vraiment impuissante. Donc oui, bien sûr, la Cour européenne, bien sûr, et voilà le résultat. Belle... Je vais commencer par une remarque et puis après je vais essayer de plonger ce qui a été dit. Je suis très heureux d'avoir entendu le professeur David, aussi Bernard Glos. Tout ce que vous avez dit, tout ça est très très intéressant. Vous avez présenté par contre un sondage avec un résultat surprenant. Moi en fait, il m'a pas surpris quand on a vu les catégories parce que les premiers intéressés par la question, les patients qui font appel à un don, il faut préciser don de sperme, don de ovocytes ou don de gestation, mais ils sont pas représentés dans votre sondage. Et le résultat, vous l'auriez eu à l'opposé, puisque nous, les patients, on est absolument pour la fin du secret de famille. Et je précise bien ça parce qu'il y a un mélange entre trois choses. Alors, c'est un petit peu dit, on va le préciser. Il y a la levée de l'anonymat, c'est pas la même chose que la levée du secret de famille et la filiation. Et vous mélangez souvent, sans le faire exprès, les trois. Par exemple, j'entends père génétique. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ou alors on admet qu'il y a 2 pères, 3 pères, comme certains journaux ont titré. Il y a même un médecin qui se dit père d'un bébé éprouvette. Je ne sais pas si vous imaginez cette confusion mentale. Donc moi, j'aimerais bien que dans les années futures, on ne mélange plus ces 3 points. Je pense que on se doit la vérité. Le droit aux origines, c'est aussi une interprétation. Il faudrait plutôt dire le droit à l'histoire familiale, parce que les origines, c'est soit le Big Bang, soit Adam et Ève. C'est pas un point génétique. Ça, c'est absolument faux. Ensuite, connaître son histoire familiale n'impose pas de rencontrer le donneur. Je le pense pas du tout. Les parents que nous sommes, dans toutes les parents que nous rencontrons en France ou quand on lit des études internationales, on est pour la levée, justement, du secret de famille, pour expliquer aux enfants avec des mots simples, avec des mots un peu plus compliqués quand ils grandissent, pour qu'ils connaissent ces choses, pour qu'on leur mente pas, pour qu'ils ne découvrent pas à un moment de la vie, dans un conflit, une autre réalité. Mais ce qu'il faut changer en premier lieu, et là je partage pas votre optimisme, Madame Feuillet, la loi française, je la trouve pas du tout équilibrée entre le génétique et le social. Et avec la tentative de réforme de 2005, on bascule encore plus vers le tout biologique. Donc demain, on entendra encore plus ces mots père génétique, c'est mère biologique, pour des personnes qui n'ont surtout pas envie de l'être et au risque de perturber gravement des enfants. Donc, je pense qu'il faut continuer la réflexion que vous avez entamée. J'ai entendu vraiment beaucoup de choses, mais surveillez votre vocabulaire, s'il vous plaît. Juste un point d'information. Les études, elles ont l'intérêt de leurs objectifs. L'objectif n'était pas de connaître l'opinion des couples, c'était de connaître l'opinion des jeunes qui vont rentrer dans le métier. Je veux dire, ils sont intéressants d'avoir l'opinion de ces jeunes aussi. Mais vous avez raison, il faut faire des études auprès des couples. D'ailleurs, si vous avez des résultats d'études en la matière, ce serait très gentil de nous les communiquer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, ce que je peux vous communiquer, c'est les résultats d'une étude qui a été faite pour la Fédération des sécos il y a 2 ans, où ont été justement interrogés les couples qui ont recours aux procréations par don de sperme. Et ça portait sur plus de 500 couples, c'était pas quelques dizaines. Et les couples font très bien la différence entre l'anonymat et le secret, comme on l'a dit tout à l'heure, mais les résultats ne sont pas tout à fait ceux que vous dites. C'est pour ça que je serais intéressé par vos études, parce que dans cette étude qui avait été faite, 93% des hommes et des femmes, d'ailleurs les taux étaient identiques chez les hommes et les femmes, 93% souhaitaient le maintien de l'anonymat. 7% seulement étaient pour la levée de l'anonymat. Par contre, plus de 50%, de l'ordre de 55-57% des couples disaient qu'ils avaient l'intention d'informer l'enfant. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que quand on a demandé aux couples qu'est-ce que vous feriez si la loi changeait en France et s'il n'y avait plus l'anonymat. Et là, c'est un point qu'on évoque très peu souvent en la matière, c'est que
25% des couples ont dit qu'ils renonceraient à avoir un enfant, qu'ils n'auraient plus recours à la procréation, pardon. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Suède. Et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays, parce qu'on dit toujours qu'il y aura une pénurie de donneurs, comme évoquait Madame Karine Cambi, mais ça a des incidences aussi sur les démarches des couples. En Suède, quand la loi a changé, de très nombreux couples sont allés au Danemark, en Allemagne, pour continuer à pouvoir bénéficier d'une procréation avec donneur anonyme, et beaucoup de couples ont renoncé à avoir des enfants. Donc, les choses sont un tout petit peu plus compliquées, je crois, que ça. Alors, je crois qu'on prend la dernière question, et après, nous levons notre table ronde. Monsieur Spira. Oui, merci. Donc, Alfred Spira, je suis épidémiologiste, et avec Daniel Schwartz, on a travaillé depuis 1973 avec Georges David et Pierre Joannet. Et je voudrais juste intervenir très brièvement sur un point. Je suis désolé d'apporter un petit élément de déception, mais l'un des arguments qu'on avance, c'est de dire que finalement, cette situation dans laquelle il y a une différenciation entre le père biologique, je m'excuse d'employer encore ce terme-là, et le père affectif, est quelque chose de très fréquent, puisqu'il y aurait, Bernard Gold, ça a commencé comme ça, environ 8% des enfants qui seraient des enfants, entre guillemets, illégitimes, qui ne seraient pas les enfants de leur père, à l'intérieur de couples légalement constitués, si j'ose dire. Je suis absolument désolé, mais cette référence qui est rapportée dans toutes les publications en se référant à des publications antérieures, n'a pas d'origine. Et bien entendu, on ne le sait pas. Il s'agit d'une estimation extrêmement grossière qui a été faite par des démographes avant qu'il existe des preuves biologiques de la paternité d'un point de vue biologique. Et ça a été repris de publication en publication. C'est vraisemblablement très largement surestimé. Personne ne connaît la vraie valeur. Et bien entendu, ça, on sait tous que ça existe. Mais la prévalence dans la population est certainement très 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 inférieure. Et à l'heure actuelle, on estime qu'elle est sûrement plus proche de 1 à 2 ou 3%, en tout cas pas entre 5 et 10% comme c'est rapporté habituellement. Donc la question dont on débat ici n'est pas si banale que ça. Merci monsieur. Alors, attendez, parce qu'il faut qu'on respecte, parce que nous avons quand même une synthèse des débats qui va être faite par 3 grands témoins vraiment qui vont certainement nous faire quelque chose de très intéressant. Donc il faut qu'on soit encore là tous, il faut qu'on leur laisse du temps. Donc monsieur Gold, madame, mais après on s'arrête parce que là maintenant vous n'avez pas, au moins vous ne prenez pas de café, c'est comme vous voulez. C'est une seconde. C'est vraiment une seconde. C'était pour d'abord je remercie monsieur Spira de cette. Ça montre que les informations sans origine sont compliquées. Et on est en plein dans le débat. Non, ce que je voulais dire, c'était livrer à la réflexion deux choses. C'est que du point de vue du CNAOP. Alors bien sûr, on peut dire que c'est une institution jeune et compliquée. Elle est née en 2002, qui ne s'intéresse qu'aux enfants, enfin nés sous secret, etc. Le CNOP, c'est le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, dont la tâche primaire est d'aider les personnes nées sous X, pour dire vite, à essayer de remonter vers leurs origines. Alors ça pourrait concerner en fait des milliers, puisque c'est une loi rétroactive, ce qui est quand même assez rare en France. Ça peut concerner des milliers de personnes, plus. L'estimation a été faite et est importante. En réalité, pour l'instant, il y a eu 4000 dossiers ouverts à peu près, et on estime actuellement, alors c'est un travail d'estimation difficile, mais enfin tout le monde est d'accord pour dire que que seulement 2 à 3% des personnes potentiellement concernées se sont présentées. Alors c'est intéressant parce que ça peut, bien sûr, on peut se dire, le CNAOP n'est pas encore très connu. Le CNAOP, voilà. Mais je crois qu'il faut aussi prendre dans le raisonnement en compte que peut-être les gens qui seraient potentiellement intéressés par cette situation savent aussi que dans leur dossier il n'y a pas grand-chose. Et que s'ils mènent leur démarche jusqu'au bout, ils vont retrouver une origine biologique, mais ils vont pas retrouver une histoire. Et ça montre bien que ce qui est recherché, c'est pas que l'origine biologique, c'est vraiment l'histoire. Et ça, c'est vraiment une idée forte qu'on verra de notre matinée, c'est cette recherche de l'histoire plus que finalement d'un nom ou d'un contact. Alors, madame, et après, on s'arrête vraiment, je serai autoritaire. Alors, Sandra Selaï, je suis doctorante en psychologie, donc je travaille sur le vécu des fécondations in vitro, donc chez le couple. Et en fait, je voulais revenir un peu sur ce que disait monsieur Pierre Joannet, sur le fait que, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que les difficultés des jeunes que vous avez rencontrés venaient principalement de la manière ou de la difficulté dans laquelle étaient les parents par rapport à ce mode de conception, et par rapport au fait que
l'enfant était biologiquement celui de l'un des conjoints et pas forcément des deux. Et moi, je me posais comme question, enfin, je pense que une partie des difficultés des enfants, enfin ceux qui en ont, vient, en effet, elle est véhiculée par les parents, elle est transmise par la façon dont les parents vivent tout ça. Et je me demande si ce serait pas intéressant d'accompagner les parents en début de grossesse dans cette question pour les préparer un petit peu à l'accueil de cet enfant conçu de cette façon, qui peut être considéré de façon ou vécu de façon lourde ou non. Non, c'est pas fait. Ça serait sûrement à faire. Eh ben merci de cette remarque, elle était très intéressante. Merci. Donc allez prendre un petit café et on